Alors, merci Karima pour la présentation. Je voudrais remercier aussi la chaire Lexum pour l'invitation. C'est vraiment intéressant. Je vais vous parler aujourd'hui du privacy washing. Donc c'est un terme un petit peu barbare pour expliquer que aujourd'hui les technologies de l'information ont changé nos interactions sociales et donc elles ont changé notre vision de la vie privée et de la protection des renseignements personnels qui va avec, à la fois en scindant et aussi en reliant tous nos espaces d'interaction sociale. Donc la vie privée entre aujourd'hui en confrontation avec différents concepts, tant dans les domaines de l'économie, de l'éthique ou encore du droit et particulièrement la question de la responsabilité. Et ce changement de paradigme a créé de nouveaux risques, dont un de ces risques est le privacy washing. Donc le privacy washing, c'est un néologisme qui se fait avec deux mots, qui est le mot privacy, donc qui regroupe la notion de vie privée et le droit de la protection des renseignements personnels qui est son corollaire, et le terme washing, qui vient du terme fair washing, qui est une technique marketing qui consiste à afficher que l'on satisfait à des normes éthiques, par exemple le respect du droit des travailleurs, des droits sociaux, alors que ce n'est pas le cas. L'exemple le plus connu de fairwashing, c'est en droit de l'environnement avec le greenwashing. Donc l'idée du privacy washing en français, c'est l'idée d'un blanchiment éthique appliqué à la vie privée. Donc je vais développer un plan en deux parties. La première partie, ce sera sur l'explication de ce qu'est le blanchiment éthique aujourd'hui et comment on voit ce blanchiment éthique appliqué à la protection des renseignements personnels en pratique. Donc, comment on en arrive à parler du blanchiment éthique ? C'est en grande partie le fait du développement des théories de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui ont influencé les modèles économiques et sociaux et par extension qui sont venus s'appliquer à la protection des renseignements personnels. Comment ça se matérialise ? Donc, c'est principalement par la volonté des entreprises de montrer qu'elles ont à cœur leur rôle social, et cela passe par le recours à des normes privées, dites des normes éthiques, qui peuvent être émises par les entreprises elles-mêmes ou qui peuvent être compilées dans des textes proposés par des organisations de normalisation qui proposent des outils éthiques pour informer le public et les parties prenantes des actions de l'entreprise et leur ancrage dans le respect du droit et des bonnes pratiques. Le plus abouti, mais aussi le plus controversé de ces outils, c'est la norme ISO 26000. Controversée parce que la norme a été faite sur un mode de multi-parties prenantes, c'est-à-dire qu'on a fait venir des représentants des États, des représentants des entreprises et des représentants des parties prenantes, donc les associations en général. Pour mettre rapidement en contexte, les normes ISO sont rédigées par l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, qui est une institution privée. Donc, l'organisation est principalement reconnue pour la fiabilité de ses normes techniques, comme cela a pu être confirmé par différentes jurisprudences, comme les arrêts Toussignan et Carrière Union Limitée et Héroux et Hôtel des Seigneurs. Dans cette dernière affaire, il était question des normes relatives au bruit et à l'importance des normes techniques sur la question. Le juge a ainsi a reconnu que sur ce point très technique, il aurait été intéressant que les parties proposent la norme ISO 70-29-84, qui est la norme qui s'intitule « Seuil normal d'audition par conduction aérienne en fonction de l'âge et du sexe des personnes autologiquement normales », qui reprenait donc les normes de l'Organisation mondiale de la santé et qui proposait des mesures extrêmement précises, des niveaux de décibels acceptables pour la fabrication des casques d'écoute et des casques anti-bruit en fonction des pratiques utilisées dans différents domaines. Les normes avaient alors pour mission de poser des détails très techniques sur la façon de produire des produits et services en répondant aux standards d'un marché précis, et elles édictaient un quoi faire. Bien que cette reconnaissance technique soit très ancrée, les organisations de normalisation ont fait le choix d'étendre leur champ d'action à des normes plus sociales, et elles ont commencé à développer des normes dites socio-techniques qui ne proposent plus un quoi faire, mais davantage un comment faire, basées non plus sur des données objectives et scientifiquement vérifiables, comme cela pouvait être le cas avec le niveau de décibels pour les casques d'écoute, mais davantage une proposition de règles éthiques communément acceptables dans un milieu donné. Ainsi, le texte de la norme ISO 26000 a donné lieu à la première norme dont le but était de mettre en place des lignes directrices pour parvenir à une matérialisation de la RSE par les entreprises.
Donc la norme, elle se veut comme un texte général et de référence mondiale, dont l'ambition est de créer un lien entre l'entreprise et la société autour des questions centrales et des concepts de la responsabilité sociale par leur intégration au fonctionnement de l'entreprise. La norme propose un guide d'action aux entreprises qui souhaiteraient communiquer leurs actions éthiques. Le problème central, c'est qu'en suivant les normes, les lignes directrices de l'ISO et en standardisant la communication autour de la RSE, on en arrive à un développement de la normativité individuelle et on tombe alors dans une zone grise sur la communication entre ce qui relève du droit et ce qui relève de l'éthique. Les normes privées, donc, elles ont cette particularité d'être un point de rencontre entre les règles de droit, les usages commerciaux et les outils de gestion interne et les outils de gestion externe comme le marketing. Et elles ont l'avantage pour les entreprises de compiler toutes ces différentes informations pour arriver au bon fonctionnement de leur structure. Mais donc elles ont un inconvénient, c'est de mettre au même niveau des préoccupations à la fois d'ordre public et d'ordre privé. ISO 26000 propose ainsi un processus de régulation qui met de l'avant 7 principes. Donc ces principes, ce sont la responsabilité de rendre des comptes, la transparence, le comportement éthique, le respect des intérêts des parties prenantes, le respect du principe de l'égalité, la prise en compte des normes internationales de comportement et le respect des droits de l'homme. Donc tout ça est classé comme suit dans la norme. Donc l'idée, c'est que le premier principe, celui de la redevabilité, est présenté avec une vision relativement simpliste de ce que pourrait être la responsabilité. La norme précise qu'en étant redevable, l'organisation aura un impact positif à la fois sur elle-même et sur la société. Le degré de cette redevabilité peut varier, mais il convient qu'il aille toujours de pair avec l'ampleur du pouvoir exercé. Les organisations détenant le pouvoir décisionnaire sont censées porter plus d'attention à la qualité de leurs décisions et à leur contrôle. La redevabilité englobe également le fait d'assumer une pratique fautive, de prendre les mesures appropriées pour y remédier et de mener des actions permettant d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Cette définition à la fois très englobante et très floue, elle se complète par des principes de transparence, le comportement éthique et le respect des parties prenantes qui sont présentés comme des principes destinés à prouver les bonnes intentions de l'entreprise. Aussi, la transparence est définie de façon très large comme l'accessibilité des informations relatives aux décisions et aux activités ayant une incidence sur la société, l'économie et l'environnement, et la volonté d'en assurer une communication claire, exacte, opportune, honnête et complète. Viennent ensuite les principes, ce qu'on pourrait appeler des principes de bons citoyens, c'est-à-dire le principe de respect de la légalité, qui consiste à dire qu'il faut respecter le droit. La prise en compte des normes internationales de comportement, c'est-à-dire le respect des usages internationaux et de la coutume, et enfin, en dernier lieu, le respect des droits humains. Donc, bien qu'assez simpliste sur bien des points, la norme ISO a l'avantage de donner un éclairage tout de même sur la place aujourd'hui occupée par les normes privées et l'importance qu'elles occupent dans les échanges économiques mais aussi sociaux. Les domaines très techniques, comme cela peut être le cas des technologies, se réfèrent principalement à des normes privées, techniques qui regroupent les pratiques généralement admises dans un domaine. C'est le cas pour les fabricants de casques audio qui vont se fier au suivi qu'ils font de la norme ISO pour s'assurer d'être conformes aux normes techniques du marché qu'ils visent. Ils ont payé ISO pour leur faire un résumé, donc ils vont suivre ce résumé. En ce sens, les normes ISO proposent une harmonisation des usages techniques qui est utile aux juristes aussi, car elles regroupent par écrit des usages techniques des domaines. Toutefois, la question des normes socio-techniques, elle, pose problème, car en proposant des lignes directrices qui vont au-delà de données purement techniques, les organisations de normalisation viennent associer le droit à l'éthique et proposent une vision mondialisée de la régulation et avec elle un risque de privatisation de l'institution étatique dans un espace mondialisé, alors que le droit est caractérisé par la territorialité de son action. C'est cette idée d'utiliser des notions floues en dehors des champs fixés par le droit qui renvoie de façon directe à un risque concret de confusion des notions utilisées qui pourrait conduire à une confusion sur la portée réelle des documents et des actions issues de la RSE et qui, par leur réalisation, mènerait directement à un risque juridique.
Désormais centrale dans la société, la technologie impose aux législateurs de ne plus penser la protection de manière réactive, mais de procéder à un travail d'appréhension de la technologie dans un espace globalisé et décloisonné, et dont la réalité met de l'avant l'idée de tissu sans couture qui est définie par Madeleine Ackrich, quand elle dit qu'il n'est plus possible ici de penser la technique hors de la société ou la société hors de la technique. L'une comme l'autre émergent conjointement des processus d'innovation et la technique n'apparaît plus que comme une modalité particulière d'association durable des humains entre eux avec des entités non humaines. Cette reconfiguration des espaces politiques et culturels impose aux législateurs de repenser la protection par une réaffirmation de la force des droits fondamentaux face aux mesures actuelles. Aussi, le droit prend en compte le fait que l'industrie, en particulier celle des technologies de l'information, se fonde sur des modèles très formalisés qui sont souvent incapables de rendre compte de concepts flous. Cette réalité implique de réaffirmer la volonté de préserver la vie privée comme un droit fondamental et dans cette optique de mettre en place des objectifs spécifiques, solides et ciblés pour assurer un fondement et une effectivité à la protection des renseignements personnels. Pour donner aux États et aux autorités de protection des renseignements personnels des pouvoirs d'action efficaces, le courant Law and Management propose une approche basée sur la mise en place de normes téléologiques et la fixation d'objectifs dans le but de comprendre comment le droit dispose à un moment donné, dans un lieu donné, est utilisé concrètement par les acteurs économiques. Cette approche générale qui relie à la fois la RSE, le droit et la RSE, elle a pour but de proposer aux entreprises, de prendre en compte le droit dans l'ensemble de leur stratégie, qu'elle soit technique, juridique ou managériale, pour mettre en place une méthode comportementaliste permettant de prendre en compte le paramètre juridique et l'intégrer à la prise de décision. Il s'agit là d'une idée de planification stratégique qui consiste à formaliser le processus devant permettre d'aboutir à un résultat donné en fonction d'hypothèses prévisionnelles. Donc, transposée au droit, cette méthode doit permettre à l'entreprise d'optimiser ses activités en organisant ses opérations et en anticipant les évolutions juridiques. L'approche Law and Management se base sur un recours aux normes téléologiques dont le but est de mettre en place l'idée d'un conformisme anticipatif. Ces normes déterminent le comportement d'une personne ou d'une entité en lui fixant des objectifs à atteindre ou à viser. En dictant un comportement jugé conforme ou en prônant le respect de valeurs attachées à un comportement spécifique, le législateur donnerait ainsi à la norme une durabilité et une adaptabilité sur le long terme relativement aux situations économiques actuelles. Le législateur maintient alors son rôle suprême en fixant des objectifs qu'il a lui-même définis, sans toutefois enfermer les acteurs économiques dans une procédure stricte et lourde, une sorte de compromis. La dynamique régulatrice de l'État laisserait alors davantage de liberté à la fixation de règles techniques par les autorités ou les industries compétentes pour assurer un rôle de contrôle du respect de l'intérêt général et des droits fondamentaux. Donc, la mise en avant d'objectifs par le législateur, elle permet de répondre ainsi à la concurrence qui est posée par les normes sociotechniques de l'ISO. Elle permettrait la mise en avant d'un idéal social collectif, tout en proposant une liberté d'action au domaine économique caractérisée par la globalisation. Toutefois, cette liberté ne peut pas ignorer les risques éventuels de dérive, surtout de la part des entreprises. C'est pourquoi, tout en laissant une certaine liberté, le législateur doit en parallèle instaurer un contrôle plus strict. Et pour cela, donner des pouvoirs de contrôle aux autorités chargées de la protection des renseignements personnels. Ce besoin de contrôle est essentiel pour assurer un équilibre nécessaire à la préservation du droit fondamental qui est le droit à la vie privée. Si l'on regarde maintenant l'impact de la RSE sur le sujet de notre étude, on peut facilement s'apercevoir que ce risque général se transpose également à la protection des renseignements personnels, car la protection des renseignements personnels est en lien direct avec le droit fondamental à voir sa vie privée protégée contre les atteintes garanties par les chartes. Le droit à la protection des renseignements personnels prend son ancrage dans la notion de consentement accordé par le détenteur des renseignements personnels au traitement de ces derniers par une entreprise privée. Pour assurer la légitimité du traitement, le consentement doit être donné par la personne de façon libre et éclairée. S'il ne l'est pas, le traitement devient illégal.
Toute la légalité du traitement dépend alors du consentement donné par l'individu, qui par cette action prend conscience de la portée de son acte et de la portée du traitement. Pour accompagner l'individu dans la formulation d'un consentement libre et éclairé, le droit prévoit que l'entreprise doit mettre au service du public des informations qui ne sont pas une présentation déformée des faits et de la vérité. Ainsi, en s'appuyant sur la définition du fair washing qu'on a citée en introduction, on peut alors tenter de transposer celle-ci à la protection des renseignements personnels. Le privacy washing, ou le blanchiment éthique appliqué à la protection des renseignements personnels, devient ainsi une technique marketing qui correspond à l'acte de transmettre au public des informations qui sont dans le fond et dans la forme, une présentation déformée des faits et de la réalité, dans le but d'apparaître socialement responsable au regard de normes éthiques entourant la protection des renseignements personnels et dont la mobilisation va avoir des conséquences juridiques quant à l'octroi du consentement au traitement des renseignements personnels. Donc, petite précision, ici nous entendons par norme éthique toute norme qui ne relève pas d'une action du législateur et dont la sanction du manquement n'est pas conditionnée à une action auprès d'une institution publique, une institution administrative indépendante ou une institution arbitrale. La norme éthique la plus couramment utilisée en protection des renseignements personnels, c'est le recours à des codes de conduite édictés par l'entreprise pour diffuser ses valeurs, ses missions ou ses objectifs sociétaux. Cependant, par ces codes, les entreprises font le choix de se soumettre volontairement à une obligation unilatérale en s'engageant sur des points précis, comme ça peut être le cas dans la protection de l'environnement, le respect des travailleurs ou encore pour la protection des renseignements personnels. Toutefois, le pendant de cette affirmation des valeurs sociales de l'entreprise réside dans une obligation de divulgation d'une information complète et à jour, permettant aux parties prenantes et aux individus qui confient leurs renseignements personnels de constater la véracité des engagements et le respect des valeurs portées par l'entreprise. Le risque de privacy washing est ainsi directement relié à celui d'un manque de compréhension des mécanismes utilisés par les entreprises qui, sous couvert d'une simplification des démarches, interprètent le volet informatif pour diffuser les informations qui leur sont favorables et parfois occulter celles qui pourraient avoir un impact négatif ou défavorable. Deborah Johnson a assimilé ce procédé à l'idée d'une maison des miroirs ou un palais des glaces, ça dépend. Et elle met en lumière la présence forte d'un risque de distorsion de l'information, comme la distorsion peut l'être dans un palais des glaces. Et du coup, ça apporte une confusion. L'exemple qu'elle prend, c'est l'exemple de la stratégie de communication de Google en 2010, qui a été changée depuis, pour laquelle l'entreprise énonçait directement qu'elle préférait privilégier les activités de recherche et développement pour assurer une accessibilité plus rapide et plus grande de ces innovations en demandant aux utilisateurs de leur faire confiance quant aux mesures de sécurité mises en place pour assurer la protection des renseignements personnels. Cette idée de demander au public de faire un choix entre innovation ou reddition de compte, elle impacte directement les autorités de protection des renseignements personnels qui doivent alors redoubler d'efforts pour imposer la transparence et qui pourtant est évoquée dans la plupart des lois, dans la plupart des codes de conduite ou dans la plupart des normes ISO. Donc la principale difficulté qui entoure le risque de privacy washing, elle se matérialise par l'absence de contrôle adéquat et efficace de la part des autorités de protection, qui doivent faire face à une accessibilité réduite, voire impossible des données collectées, une opacité des processus et même une résignation de la part des utilisateurs à voir leurs données collectées par leurs entreprises, car ces derniers ont décidé de faire le choix entre innovation ou reddition de compte en se disant de toute façon on n'a plus de vie privée. Donc pour parvenir à une meilleure imputabilité des entreprises, il apparaît nécessaire de mettre en place différents processus pour assurer l'effectivité et l'efficience de la protection des renseignements personnels. La solution qui est proposée, c'est une solution en 3 processus. La mise en place d'un processus préventif, la mise en action d'un processus de responsabilité et enfin l'idée de miser sur un processus probatoire. Le processus préventif, il est matérialisé par 2 choses. La première chose, c'est l'idée de privacy by design. L'idée de privacy by design, c'est de penser la protection des renseignements personnels dès la conception des produits ou des services.
C'est un enjeu de sécurité et c'est aussi un enjeu de collaboration qui consiste à intégrer la protection des renseignements personnels dès l'élaboration d'un projet, en conduisant les juristes et les ingénieurs informatiques à travailler ensemble dès les premières étapes de la conception d'un produit ou d'un service. Cette mise en place d'une communication interdisciplinaire, elle permet alors une meilleure efficience de la protection. Une efficience interne parce qu'elle va éviter aux entreprises différents allers-retours entre les services de conception et les services juridiques, mais aussi une efficience externe parce que le produit qui va arriver sur le marché, ce sera un produit qui sera respectueux de la protection des renseignements personnels. La réalisation de ce processus préventif, il passe aussi par les études d'impact sur la vie privée ou les Privacy Impact Assessment en Europe, les PIA. La mise en action des mécanismes d'imputabilité à travers les études d'impact, elle a pour but de mesurer les risques d'atteinte à la protection des renseignements personnels à travers une évaluation du niveau de risque entre la gravité des événements redoutés et la vraisemblance des menaces, c'est-à-dire entre le caractère préjudiciable des impacts potentiels et les vulnérabilités de la structure face aux menaces. Les études d'impact prennent la forme d'un rapport dont le but est de servir de base de travail pour le responsable de traitement et les différentes parties impliquées dans le développement des produits et services. Ce document de travail assure une vision d'ensemble des enjeux reliés à la protection des renseignements personnels par l'entreprise et il permet de faire un suivi du traitement tout au long du processus. Elle constitue donc un premier point de contact entre le traitement envisagé par l'entreprise et la mise en œuvre de la protection adéquate des renseignements personnels traités. Et elle s'ancre dans un processus global en devenant un élément clé de la protection des renseignements personnels parce que ça va devenir vraiment l'outil de référence sur lequel on va créer les différentes étapes du processus. Le second processus, c'est la mise en action d'un processus de responsabilité. La mise en action d'un processus de responsabilité, c'est l'idée de contrôler les actions des entreprises et d'apporter une sanction financière et réputationnelle. Le contrôle des actions, c'est l'idée de responsabiliser les entreprises en jouant sur la force de leur engagement, en se basant sur le droit commun de la responsabilité et l'obligation de loyauté. Comme elles se sont engagées avec un code de conduite, ce code doit être respecté. Ça permet aussi d'assurer une meilleure sensibilisation du public au droit à la vie privée. Et ça donne plus de moyens aux autorités de protection pour assurer plus de contrôle. Cette augmentation des contrôles, elle passe également par la mise en avant de plus de sanctions. Plus de sanctions, donc ça passe par des sanctions financières, parce qu'aujourd'hui, le commissariat à la protection de la vie privée du Canada n'a pas de pouvoir de sanctions financières administratives directes, il peut seulement renvoyer les plaintes. Et les entreprises qui ne respectent pas la protection des renseignements personnels ne voient pas leur nom non plus directement affiché sur le site du commissariat. Donc, le commissariat dresse des rapports de non-conformité et sur le site, c'est bien précisé que la mission du commissariat, c'est d'examiner les plaintes et d'aider les entreprises à améliorer leurs pratiques. Or, l'exemple de la loi canadienne anti-pourriel, qui est entrée en vigueur en 2014, a montré que c'est cette exposition sur la place publique, le fait de nommer les entreprises non conformes, qui a incité le plus les entreprises à se mettre en conformité avec la loi pour éviter de voir apparaître leur nom négativement dans les médias. Et enfin, pour terminer, le processus, l'idée c'est vraiment aussi de miser sur un processus probatoire. Ce processus probatoire, il passe par la documentation. Et la documentation est prévue par les lois sur la protection des renseignements personnels. Pour le Canada, elle est citée directement à l'annexe 1 de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Elle est citée dans l'article 4.1.4 qui vise les documents explicatifs sur les procédures et les politiques des entreprises, et elle est visée dans l'article 4.2.1 qui vise les documents sur les actions reliées au principe de transparence et d'accès. Le règlement européen aussi, qui va entrer en vigueur le 25 mai prochain, en parle directement aussi quand il dit que l'organisation doit documenter les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis et se conformer aux principes de transparence et d'accès des renseignements personnels. Non, c'est pas ça. Désolée.
qui dit que chaque responsable de traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable de traitement tiennent un registre spécifique des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Donc, pour continuer, cette obligation de documentation, elle est déjà utilisée par le droit, et notamment dans le cas du mécanisme fiscal canadien de la RSCDE, où l'Agence de revenus du Canada demande aux entreprises de fournir la documentation nécessaire à prouver qu'elles ont procédé à un travail de recherche scientifique et de développement expérimental qui leur accorderait un crédit d'impôt. Pour cela, le guide de la RSCDE propose une liste non exhaustive des documents techniques qui doivent être à conserver. Donc on a des notes de laboratoire, des feuilles de temps, des protocoles, des analyses, des codes sources. Ce sont des documents qui sont à la base conservés par les entreprises. Donc ça ne va pas forcément demander plus de travail aux entreprises de conserver ces documents. Donc on va éviter l'effet Sarbanes-Oxley aussi avec ce besoin de tout compiler. Ce n'est pas le cas, les documents sont déjà là. La documentation, elle symbolise donc une matérialisation de l'obligation de rendre compte et elle permettrait de mesurer le degré de responsabilité des entreprises en cas d'atteinte, puisqu'on peut avoir accès directement à des documents. Elle représente aussi une preuve de la diligence et de la bonne foi de l'entreprise au regard des normes auxquelles elle est soumise ou elle s'est soumise. Et la documentation devient donc un outil d'efficience de la protection des renseignements personnels. Donc pour conclure sur le privacy washing, c'est un risque pour la protection des renseignements personnels qui est issu du développement des technologies, des théories de la RSE et de la course à l'innovation des technologies, qu'il est important d'identifier et de contenir. Pour cela, il est nécessaire de penser la protection des renseignements personnels comme un processus collectif et collaboratif d'action qui va passer par des mesures préventives de responsabilité, de contrôle et de documentation pour parvenir à garantir une protection des renseignements personnels efficiente et efficace. Je vous remercie.